Alors, nous allons passer à la deuxième table ronde de cet après-midi qui s'appelle « Quelle justice pour un monde soutenable ?» Et donc, je vais appeler Christophe Bouny, Clément Feguer, Harold Levrel qui va rester avec nous, Anne de Malray et Jennifer Bardi à s'asseoir autour de cette table. Quelques mots de présentation sur nos intervenants. Donc Anne de Malray est journaliste, également diplômée d'un master en développement durable, directrice de la revue Billboard entre 2014 et 2021. Voilà, actuellement directrice de la collection Domaine des possibles de Actes Sud. Voilà, et puis donc journaliste et éditrice, et qui s'intéresse beaucoup à ces liens, justement, relations vivants, non humains, humains. On aura l'occasion donc d'en rediscuter, bien sûr. Christophe Bouny est donc docteur en économie, gérant de la société ASCA et consultant donc en stratégie environnementale et qui travaille également sur les questions de comptabilité écosystème centré sur des projets de territoire. Il est régulièrement en dialogue avec les acteurs, justement, sur la prise en compte des problématiques écologiques. Voilà, Clément Feguer est docteur en sciences de gestion, maître de conférences à AgroParisTech, chercheur à l'Université de Montpellier, donc co-concepteur des comptabilités écosystèmes centrés, dont on va reparler, dont on a déjà pas mal parlé. Et il s'intéresse aussi également à tout ce qui concerne l'évolution des modèles d'affaires vers des modèles d'affaires durables en matière de biodiversité, et notamment au sein de l'IPBES, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, Jennifer Bardi est docteur en droit privé, maître de conférence en droit privé à l'Université de Côte d'Azur. Donc Jennifer a fait une thèse sur le passif environnemental, notamment, donc c'est un des sujets avec des liens assez évidents donc avec la comptabilité. Jennifer s'intéresse donc aux évolutions du droit comptable, notamment vers une meilleure prise en compte des enjeux écologiques, et s'intéresse d'ailleurs de plus en plus aux liens avec CARE et les comptabilités écosystèmes centrés, dont on a bien parlé, dont on va reparler. Voilà, et puis Harold, qui a déjà été présenté, professeur en économie écologique, AgroParisTech à l'université de Paris-Saclay, chercheur au CIRED, qui travaille donc sur tout ce qui est lié aux conditions de mise en œuvre des transitions écologiques fondées sur la nature, donc avec un certain nombre de sujets qui sont intégrés dans ce prisme-là. Et puis auteur d'un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle, avec Antoine Mismer, qui s'appelle « L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution ». Voilà pour la présentation. Donc, nous allons parler de ce vaste sujet de quelle justice pour un monde soutenable, en sachant que derrière ce mot de justice se cache un certain nombre de choses. Déjà, un des premiers éléments auxquels on pense, c'est évidemment la justice en tant qu'instance réglementaire, le droit. Donc je vais me tourner pour commencer vers notre juriste, donc Jennifer. Quel cadre aujourd'hui existe finalement sur le plan juridique pour permettre au mieux la protection des non-humains et de la nature plus globalement ? Merci beaucoup Aurélien, merci à la chaire pour l'invitation. Je suis toujours très heureuse d'être présente parmi vous. Alors, la question est très ambitieuse pour un traitement en 4 minutes, donc je ne veux pas rentrer dans une litanie qui pourrait être un peu soporifique et puis qui serait un peu ennuyeuse, mais c'est vrai qu'on a énormément de textes. Le droit positif est très riche pour ce qui est de protéger le vivant. En tout cas, j'ai pris comme ça par rapport à la question que tu me poses. On a des accords et des traités internationaux sur la protection de la biodiversité. Je ne vais pas les lister. Au niveau de la réglementation européenne, on a des choses intéressantes, notamment dans le cadre du pacte vert européen. L'Union européenne s'est dotée d'une stratégie pour la biodiversité à l'horizon 2030. Je passe sur la réglementation européenne. On a des directives comme la directive oiseaux ou habitat qui peuvent paraître également emblématiques.
En droit interne, on a bien évidemment la charte de l'environnement. C'est toujours important d'avoir des textes de valeur constitutionnelle dans l'ordre juridique interne. Et puis, dans l'emblématique droit de l'environnement, au sein même du Code de l'environnement, on a un article, l'article L110-1, qui mentionne justement les êtres vivants et la biodiversité comme faisant partie du patrimoine commun de la nation, avec un patrimoine qui génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Alors, on a eu plusieurs lois aussi en droit interne, mais je passe. Alors, en revanche, je ne pouvais pas ne pas évoquer la stratégie nationale biodiversité, puisqu'elle a été présentée à Matignon hier. Donc, si vous préférez, c'est la feuille de route pour stopper et inverser l'érosion du vivant d'ici à 2030. Donc, la stratégie nationale biodiversité vise à réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, à enclencher des mesures de restauration en mobilisant l'intégralité des acteurs, État, collectivités, entreprises, citoyens, associations, monde de la recherche. Donc là, je reprends les très beaux termes qui figurent sur le papier de communication donc que j'ai trouvé hier soir et que je lisais donc ce matin. Donc on le voit, le droit est riche d'outils pour ce qui est de protéger le vivant, quelle que soit l'échelle d'observation, que ce soit l'échelle internationale, européenne ou nationale. Le problème, c'est que la dégradation du vivant ne cesse de s'accélérer à un rythme effréné. On parle de 6e extinction de masse. La communauté scientifique parle de 6e extinction de masse. La France est le 6e pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées inscrites sur la liste rouge de l'UICN. Donc c'est vrai que le constat n'est pas véritablement source d'enthousiasme malgré toutes ces inscriptions qu'on a dans le droit positif. Alors, pour vous donner finalement mon point de vue de juriste sur la question, on ne résoudra pas, en tout cas sous l'angle du droit, je pense, des problématiques transversales comme l'intégration, la protection écologique de l'environnement avec une vision du système juridique cloisonnée. Et malheureusement aujourd'hui, quand bien même effectivement on a des initiatives, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne comme le Pacte vert pour donner de la cohérence à toute une réglementation, on voit que les réglementations sont encore beaucoup pensées en silo, en tout cas à mon sens. Et penser les réglementations en silo, ça implique aussi une mise en application de ces réglementations en silo. Donc véritablement, on a besoin d'une vision transversale, je pense, pour traiter d'enjeux transversaux. Et les considérations liées à la protection du vivant doivent se retrouver finalement dans toutes les branches du droit et ne pas être intégrées exclusivement dans le droit de l'environnement. Alors, on a un levier, et j'y reviendrai tout à l'heure, là je vais terminer pour respecter le temps qui m'est imparti, mais ce qui est assez formidable quand même, c'est qu'on a un langage qui est commun à toutes les branches du droit, c'est le langage comptable. Donc on a notre levier d'action, le problème c'est que, à mon sens, il n'est tout simplement pas mobilisé pour en faire un levier de transformation du système juridique et pour arriver à ce changement de paradigme qui est tant souhaité. Donc voilà, on a ce levier, mais on pourra peut-être y revenir. Merci beaucoup Jennifer. Sur donc les questions finalement de protection de la biodiversité avec les cadres un peu réglementaires, on l'a vu, il y a plusieurs approches aussi. Il y a des approches qui vont être par des valeurs instrumentales ou alors des valeurs intrinsèques. Mais quand on veut aller vers de la valeur intrinsèque en disant on veut protéger donc, la nature ou le vivant pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, il y a un aspect qui me paraît difficile, c'est que la nature, elle n'est pas forcément capable de s'exprimer. Donc finalement, comment faire entendre la voix d'une nature qui est silencieuse ou qui n'a pas d'intention? Peut-être, Harold, j'aimerais te faire réagir peut-être là-dessus. Est-ce que, par exemple, le contrat naturel qui est proposé par Michel Serres ou peut-être d'autres cadres nous permettrait un petit peu de dialoguer avec cette nature ? Oui, alors je ne vais pas m'embarquer dans le contrat naturel de Michel Serres, qui est un bouquin très sympa, mais pas que accessible. Il écrit de manière très imagée. Bon, bref. Oui, sur la coévolution, c'est vrai que dans le cadre du bouquin là, qu'on a sorti avec Antoine, un point de départ, c'est de nous intéresser d'une certaine manière à la notion de justice. On ne le formule pas de manière aussi explicite, mais c'est quand même ça, à travers la reconnaissance de droits aux non-humains, dont effectivement il a été rappelé, il y a de plus en plus de textes qui
qui le font, hein, de reconnaître des droits non humains, que ce soit alors de manière très explicite dans un certain nombre de pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Équateur, pour les plus connus, l'Inde aussi. En France, de manière plus indirecte, avec des notions comme le préjudice écologique. Mais en tout cas, pour nous, ça, c'est une rupture historique forte dans la manière dont l'économie peut être travaillée. Parce que, tout simplement, en fait, on est dans une logique... on passe d'une logique anthropocentrée à une logique qui implique d'autres acteurs. Alors, un élément qui est justement impacté par ça, eh bien, c'est la comptabilité. Potentiellement, la comptabilité est un outil très fort pour redéfinir en termes concrets des principes de justice. Alors, je vais me focaliser sur un compte que j'aime bien, moi, c'est le compte d'exploitation. Alors, compte d'exploitation qu'on trouve aussi bien dans les entreprises que dans la comptabilité nationale. Ce compte d'exploitation il est très intéressant parce qu'il nous dit qu'est-ce qu'on fait de la richesse qu'on crée dans un pays. C'est bien de produire, etc. Mais à la fin, comment on ventile en fait les gains qu'on a obtenus dans un territoire donné. Et dans ce compte d'exploitation, on va trouver par exemple la rémunération du travail humain. Hein. On y trouve aussi la rémunération de l'État, puisque l'impôt est dans le compte d'exploitation. On trouve enfin la rémunération du capital, puisqu'on a l'excédent brut d'exploitation qui, quelque part, va rémunérer le capital qui est mobilisé. Et donc, on voit que déjà, il y a des éléments de justice qui sont là, en fait. Hein. Les bagarres sur la répartition des gains de productivité et des revenus que ça génère entre travail et capital, on peut les mesurer à partir de ce compte. Comment est-ce que ça évolue, en fait ? Eh bien, si on y rajoute à ces comptes une rémunération pour le travail de la nature, on a déjà évoqué ça un tout petit peu, mais c'est une possibilité de considérer la nature comme un travailleur qu'on rémunère sur la base des coûts de maintien, des coûts de restauration, je ne reviens pas là-dessus. Eh bien, on aurait quelque part une description complète de que fait-on de la richesse créée quelque part, comment on respecte des critères de justice entre les différents acteurs qui font ce territoire et qui font ce contrat social qu'on peut appelé contrat naturel si on veut, en tout cas, qui permet de rendre concret, palpable, le poids, l'importance qu'on attribue à ces différents acteurs. Donc, voilà une petite contribution à votre sujet de la justice. Très bien, merci Harold. Pour rester un petit peu sur le droit, mais rebondir peut-être sur une dimension un peu plus philosophique, finalement, le droit qu'on choisit et l'économie qu'on choisit de mettre en place reflètent aussi un certain rapport au monde, dans les deux sens, hein, puisque une réglementation va induire certains changements de comportement, et puis des changements de comportement au niveau de la société peuvent amener derrière des changements au niveau du droit. Donc finalement, est-ce que avant de changer la réglementation, et donc changer de comportement, est-ce qu'il ne faut pas changer de regard un peu, de regard sur le monde, de regard sur le vivant? Alors Anne, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer pour aller vers un monde plus soutenable, plus juste, tout simplement commencer par changer de lunettes? Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, moi, c'est vrai que en venant ici, déjà, je change de lunettes, au sens où je viens pas du tout du monde... alors, j'ai fait, un master de développement durable à Dauphine il y a longtemps, mais je viens pas tellement du monde de la gestion, de la comptabilité. Mon travail d'éditrice, je l'ai effectué pendant 8 ans dans un musée à Paris. Donc... dans une articulation entre les arts au sens large, picturaux, de performance, l'art contemporain, et le champ des humanités environnementales. Donc cette question qui nous est posée là collectivement, moi c'est du point de vue des représentations que je peux l'aborder. Et j'entendais dans le petit clip de présentation de la chaire ce matin la question de représenter ce qui compte. Donc je me dis que ma contribution n'est pas forcément complètement à côté de ce qui vous intéresse. Et ensuite, Alexandre, en réponse à une question qui lui était posée, disait que la position de la chaire sur la question de la soutenabilité se distinguait d'approches d'autres chaires avec lesquelles, ce qui était
ce qui orientait différemment les collaborations possibles. Et en fait, il me semble que cette notion de soutenabilité, elle repose sur une certaine définition des vivants, de la nature dont il est question ici, de la nature qui doit être prise en compte. Et au fond que la position d'Alexandre et des travaux globalement, je pense, de cette chaire remet en cause en fait une conception moderne de la nature dont on hérite et qui est spontanément inscrite dans nos imaginaires et qui est inscrite très profondément, et de la nature comme ressource, de la nature comme un ensemble d'entités désanimées. Et c'est là que la question de la représentation et des récits me semble importante, puisqu'il s'agit de travailler à comment rendre compte, comment prendre en compte en fait la nature autrement que dans cette conception moderne dont on hérite. Et alors je peux évoquer rapidement mais des travaux que peut-être vous connaissez mais qui viennent du champ des humanités environnementales. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce champ-là, on assiste à un foisonnement de travaux qui se proposent de remettre en question ces représentations et qui le font dans une philosophie du vivant réinvestie par des travaux récents en théorie de l'évolution, en éthologie et en écologie, comme le fait Baptiste Morisot par exemple. En éthologie, on pourrait citer Vinciane Després, ou alors sur la question de récits et de récits qui restituent en fait aux autres vivants une agentivité dans la composition d'un monde commun. Il y a les travaux de Anna Tsing, l'anthropologue Anna Tsing notamment, et ses propositions de récits multispécifiques. Alors, moi je travaille donc à cet endroit-là, au fond, de quels récits rendent justice, si on veut, à l'existence, au mode d'existence singulier des autres vivants. Et quand on discutait dans la préparation, je me disais, bon, peut-être que le terme de justice est trop fort, enfin, en ce qui concerne le travail du récit, mais qu'il y a un enjeu de justesse, peut-être, dans les représentations qu'on produit des autres vivants. Et peut-être pour conclure cette première réponse, j'avais envie de lancer un appel. En tout cas, je pense qu'il y aurait des ponts vraiment intéressants à tisser entre ce travail de redescription qui est fait depuis les humanités environnementales avec des questions et des enjeux d'action stratégique et de gestion. Merci beaucoup. Et est-ce que tu veux nous évoquer justement un ou deux exemples de nouveaux récits qui auraient pu amener à des changements de relations, justement, avec le vivant? Je pense que, bon, je l'ai rapidement évoqué, hein, mais il y a les travaux de Baptiste Morisot, ceux de Anna Tsing, et je dirais qu'il n'y a pas de... C'est assez subjectif, au fond, enfin, qu'il n'y a pas de méthode, et que... Parce qu'on hérite, en fait, enfin, on pourrait dire que le vivant et les vivants sont présents dans nos récits en nombre. Mais la question, c'est pas tellement c'est pas tellement leur présence, c'est plutôt comment ils sont présents. Et là, je vais citer rapidement les travaux d'une historienne de l'art qui s'appelle Estelle Dong-Mingal et qui parle de l'oubli du vivant dans nos représentations, que ce soit... Alors, elle s'intéresse à la peinture de paysage, mais on peut élargir au film, au roman, au conte, où la nature est là souvent comme décor ou comme symbole ou comme projection en fait de nos émotions et de nos problèmes d'humains. Et en gros, la cosmologie dont on hérite, elle rend les histoires humaines beaucoup plus intéressantes que les histoires non humaines. Du coup, je dirais que c'est une recherche en fait, et que dans chaque récit, c'est une espèce de quête. D'ailleurs, ces histoires-là sont souvent présentées. Enfin, là, je pense aux travaux encore de Baptiste Morisot sur le pistage, ou alors à ce que fait Anna Tsing. C'est vraiment des récits d'approche et des récits d'enquête en fait sur ce que sont les autres vivants. Et dans la revue dont je m'occupais au Musée de la Chasse et de la Nature, il y avait, je dirais, une tentative de s'approcher dans les parages en fait de
qu'est-ce que peut être le loup hors de nos projections, voilà, et de nos intérêts. Et ça se faisait par un travail de composition entre plusieurs disciplines et qui embarquait aussi la question des représentations visuelles, en faisant une histoire des représentations depuis les traités de chasse du Moyen-Âge jusqu'à l'art contemporain. Super. Peut-être une toute dernière question, c'est il y a un enjeu finalement à informer, donc à donner vraiment une information, une forme de vérité, hein, qui peut être basée donc vite sur la science, pour amener certains changements et aller dans la bonne direction. Et puis un enjeu évidemment à jouer sur la sphère, on va dire, sentimentale. Il faut faire rêver les gens, il faut les toucher. Alors comment je crois que tu avais un concept, ou en tout cas un terme pour qualifier ce double enjeu, sentiment, information. Oui, c'est pas, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un concept, mais c'était plutôt de réaccoler deux termes qui sont souvent séparés et opposés. Donc je parlais d'une sensibilité, d'essayer de faire émerger une sensibilité informée au vivant à travers des formes culturelles et des formes de récits. Et en fait, on a beaucoup tendance à opposer la question de la sensibilité à celle de la production de savoir ou de la scientificité. Et il me semble que qu'il y a vraiment, qu'on gagne, et aussi quand on parle beaucoup de pluridisciplinarité, et souvent ça reste de la juxtaposition. C'est-à-dire, d'un côté, on produit les savoirs sérieux, et de l'autre côté, on fait des moments récréatifs qui passent par des formes artistiques, par exemple. Mais qu'en fait, si on prend au sérieux les puissances des deux, c'est-à-dire la production de savoirs stabilisés qui nous permettent de comprendre à qui on a affaire, en l'occurrence, je parle des autres vivants, et sans mettre de côté la dimension sensible, l'attachement, l'émerveillement aussi, on peut parler de cet affect en ce qui concerne la nature. Et si on essaie de recabler les deux, je pense que on se rend à même de produire des récits qui rendent justice, en tout cas, à la pluralité de nos attachements envers les autres vivants. Merci Anne. Christophe, je me tourne vers toi. Donc il y a ces questions de récits, hein, qui sont effectivement assez importants pour engager. Il y a cette question de dialogue. Comment est-ce qu'on mobilise finalement un collectif d'acteurs autour d'une problématique écologique donnée. Est-ce que, dans le cadre justement de ton expérience, de tes activités sur le terrain avec un certain nombre d'acteurs très différents aussi, est-ce qu'il y a des méthodes, des modèles qui sont expérimentés, certaines qui portent leurs fruits, et puis des points de blocage éventuels? Merci Aurélien, merci de l'invitation également. Alors, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire, Anne, parce qu'en fait, cette question des récits, c'est ce qu'on essaye de construire dans les animations territoriales, en fait. Mais ça, je voudrais revenir après sur les questions d'échelle qu'on va aussi aborder. Dans un premier temps, pour répondre à ta question... Pour répondre à ta question sur les méthodes, en fait, la question que tu poses, c'est les méthodes d'animation de ces collectifs. On est dans des collectifs territoriaux qui... sont confrontés à des problèmes, on a parlé de l'artificialisation des sols, de l'érosion de la biodiversité, des inondations, des ressources en eau qui s'amenuisent. Et autour de ces problèmes-là, en fait, la première des choses, c'est que les acteurs qui viennent discuter viennent avec des points de vue différents. C'est-à-dire qu'ils partagent une forme de gêne, mais ils sont différents dans leur perception du problème et encore plus dans les perceptions des solutions qui seraient bonnes à mettre en œuvre. Donc l'animation collective, elle consiste à essayer de les mettre en discussion autour de questions qui relèvent, alors effectivement, plus de justesse, à mon sens, que de justice. C'est de leur demander, mais qu'est-ce qui serait juste de faire avant de se poser des questions de justice plutôt distributives sur qui doit faire quoi dans tout ça, quoi.
Et en m'appuyant sur ces deux termes, la justesse, justice, j'ai un peu l'impression qu'on a deux formes d'animation de collectif qui coexistent en France, mais je pense que c'est partout comme ça, parce que c'est assez humain. S'il y en a une première qui serait plutôt une forme attachée à la justice, et qui, je pourrais prendre l'exemple des plans de gestion de ressources en eau, où les acteurs sont réunis aujourd'hui autour des questions de problématiques de sécheresse et de raréfaction de la ressource. Et la nature, elle est vue que comme une ressource. Et donc, on convoque autour de la table les gens qui sont les utilisateurs actuels de l'eau, qui sont les institués, ceux qui sont issus des droits du passé, parce qu'ils ont des droits, effectivement, en matière de consommation d'eau, d'usage de l'eau. Et ce qu'on va essayer de faire avec eux, c'est de gérer cette allocation d'eau entre eux dans des conditions qui ont changé. Et donc la question de la justice, elle va être animée autour de ce qu'on entend partout, le fameux diagnostic partagé. On doit partager un diagnostic ensemble avec ces acteurs pour que leur perception s'aligne à peu près et qu'ensuite on ait un principe de justice distributive sur comment on se partage les gains, mais aussi les pertes et les efforts. Ça, c'est un premier trip d'animation qu'on retrouve dans plein de documents de planification. C'est généralement comme ça qu'on fonctionne. C'est pas très ambitieux, parce que alors là, si on peut parler de soutenabilité, c'est forcément une soutenabilité faible, parce que la nature n'y est vue la plupart du temps que comme une ressource. Elle n'est jamais vue comme des espèces, une forme de vie, une autre forme d'attachement, des relations de nature, etc. etc. Et puis, donc ce qu'il nous faudrait, en fait, si on veut porter la soutenabilité forte, c'est d'avoir des formes d'animation plus ambitieuses, probablement moins consensuelles, donc qui vont laisser des gens sur le côté, ce qui va poser d'autres problèmes de justice. Mais si on veut essayer d'avancer, il faut faire cette démarche de mise à l'écart éventuelle de certains au départ pour pouvoir avancer. Et dans ces formes d'animation au niveau de la justesse, là, ce qu'on va avoir, c'est des animations qui sont fondées et construites autour d'un tout autre modèle qui est celui que René a posé ce matin en parlant de coalition. Il faut qu'il y ait une coalition d'acteurs qui soit là pour proposer un changement. Et là, on est sur des changements beaucoup plus structurels et pas marginaux. Dans les théories de Palo Alto, par exemple, c'est des changements de type 2, de Václavic et autres, quoi. On est vraiment sur des changements fondamentaux de système auxquels on aspire. Ces propositions, elles vont choquer, donc elles vont être forcément requalifiées dans les processus de concertation. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de faire bouger un peu les limites. On n'emportera pas tout le monde, mais on pourra avoir des accords locaux qui vont nous permettre de travailler avec certains acteurs. Et c'est peut-être ensuite la démonstration que c'est fonctionnel, que ça marche, qui va faire qu'il va y avoir une montée à l'échelle, comme on dit. Alors sur ces deuxièmes exemples-là, il faut évidemment être très ambitieux sur la qualité de la proposition qui est faite. C'est pas changer pour tout bazarder, c'est changer pour être vraiment précis. Et donc ça demande un travail très profond de propositions concrètes. Et il faut que cette proposition elle soit très approfondie. Et en même temps qu'elle soit très large, ça veut dire qu'elle soit très sensible aux changements que ça va imposer aux autres acteurs. Parce que ça va forcément créer des situations d'injustice, qu'on espère temporaires, mais forcément il faut des formes d'injustice si on veut avoir une meilleure justesse. Donc les seuls cas que j'ai moi en tête de ça sont des cas autour des rivières, des restaurations hydromorphologiques de rivières, où c'est quand même pas anodin de faire reméandrer une rivière, d'enlever des digues, vu les situations de risque, en ce moment en plus, c'est tout à fait d'actualité. Et donc il y a des projets de ce type-là qui sont portés par des collectivités. Derrière, il y a des financements spécifiques, de l'agence de l'eau en l'occurrence, qui permettent en fait de supporter ces efforts pour essayer de proposer des nouveaux récits, en fait, de ce qu'est la relation de l'homme avec sa rivière. Et donc on est obligé de manier des dimensions qui sont à la fois historiques, des dimensions prospectives. Donc, la dimension temporelle est super importante. Et c'est ça qui va permettre effectivement, éventuellement, d'embarquer des gens, de les enrôler dans ce projet dont l'ambition, forcément, ne fait pas plaisir à tout le monde. Merci beaucoup Christophe. Donc on est un peu dans de la sensibilité informée, d'une certaine manière. Oui, ça me plaît bien. On va rester un peu à l'échelle du territoire et du groupe d'acteurs à coordonner ensemble autour d'une problématique écologique et de voir comment on définit justement ce qui est juste, comment est-ce qu'on distribue les responsabilités, en revenant vers la comptabilité écosystème centrée. Donc je me tourne vers toi évidemment Clément.
pour savoir en quoi cette comptabilité écosystème central peut nous aider éventuellement à repenser des nouveaux modes de gouvernance autour d'une problématique écologique donnée, et en quoi finalement ça sert à la fois des questions de justice et de soutenabilité, comme c'est le sujet ici. Merci Aurélien. Je souris depuis tout à l'heure parce que ça fait plusieurs fois qu'on est à des tables rondes ensemble avec Jennifer, et je me rends compte que les juristes ont la tendance de commencer leurs interventions de la même manière que les comptables, en mettant un disclaimer pour essayer de dire que oui, ce sera peut-être un peu soporifique, mais pas tellement. Donc on a cette lourde tâche de rendre plus intéressante à la fois des disciplines qui sont souvent perçues comme arides. Donc ce que je vais essayer de faire aussi sur la question de la comptabilité. Donc effectivement, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit ce matin. Pour moi, par rapport à ta question, il y a trois grands aspects. Et il y en aurait d'autres, mais trois grands aspects de pourquoi aller chercher cette notion, ce concept, et puis aussi la discipline qu'il y a derrière de comptabilité pour traiter ces questions d'organisation collective, de gouvernance, et aussi des questions du coup de justesse et de justice. La première, c'est que, et je m'inscris aussi totalement dans la vision processuelle qu'a décrite Alexandre tout à l'heure des organisations, sauf qu'effectivement, cette dimension processuelle de l'organisation, pour moi, elle se joue, en tout cas dans ce qu'on regarde en comptabilité écosystème centré, dans des périmètres qui sont ceux qui se structurent autour des préoccupations écologiques. Donc il y a une dimension générative en fait de la pratique des comptes en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que un des premiers points importants sur la comptabilité, c'est au fond cette notion de comptability, et cette notion d'engagement réciproque entre acteurs, de trouver des nouvelles formes de réciprocité, d'inventer des nouvelles formes de réciprocité. Et de rendre... C'est moi qui fais ça ? Oui. Je sais pas. Et de rendre... Ouais. Effectivement, merci. C'est dès que je dis le mot comptabilité. Et donc de rendre, en fait... Et c'est pas seulement... en fait, le droit peut permettre d'instituer des formes de réciprocité nouvelles face aux défis qui sont les nôtres. Mais au fond, la question, c'est aussi comment on rend ces formes de réciprocité praticables. Et pour moi, c'est là que la jonction peut se faire entre le droit et la comptabilité. On avait failli travailler ensemble avec Jennifer sur un projet, un très beau projet autour de la transition des stations de ski dans le sud des Alpes, dans lequel Jennifer est impliquée, où il y a, si je me trompe pas, des stations de ski qui cherchent à revisiter leur modèle économique, mais aussi du coup leur modèle relationnel aux écosystèmes montagnards qui sont en pleine transformation, et du coup sur tout un tas de formes de redistributivité des coûts, des valeurs, etc. Et donc dans ce processus-là, il y a des juristes qui sont impliqués pour mettre en place des chartes d'engagement. Ces chartes d'engagement, au fond, si elles ne sont pas équipées d'une forme de comptabilité qui permet derrière de tenir le compte de ces engagements, des effets qu'ils produisent et des effets de redistributivité qu'ils peuvent générer, il y a des chances que ça reste des vœux pieux. Inversement, on pourrait imaginer repartir de ce même cas en imaginant justement construire une comptabilité écosystème centrée qui va chercher à rendre visibles ces préoccupations écologiques qui sont générées à l'échelle de cette station de ski, de cet écosystème montagnard, etc. Et ça pourrait, en animant justement des collectifs, comme l'a dit Christophe, en proposant des animations territoriales autour de cette pratique des comptes, en obligeant les gens à se poser la question de comment est-ce qu'on remplit le compte de bon état écologique, à quoi vous tenez par rapport à ça, comment est-ce que vous entendez contribuer, comment est-ce que vous arrivez à reconnaître les responsabilités des uns et des autres, jusqu'où est-ce qu'on remonte dans les responsabilités historiques, etc. Et ça peut aussi amener à réfléchir ou à recomposer les formes de réciprocité qui étaient celles qui tenaient ensemble ce modèle économique de la station de ski, et donc potentiellement à générer des nouvelles formes de droit, des nouvelles idées de comment on va contractualiser autour de ces nouvelles formes de représentation. Donc mon premier point, c'était sur cette notion de comptabilité derrière laquelle se cache cette notion qui au fondement de toute société humaine, de construire des formes de réciprocité. Et cette coévolution du droit et de la comptabilité qui s'applique aussi à l'échelle des territoires. Le deuxième point, c'est que
en fait, quelque part, il y a une forme de modestie aussi on pourrait dire, dans la comptabilité, c'est-à-dire que certes, elle peut permettre de réfléchir au futur, de se projeter, de faire des business plans, des plans budgétaires, etc. Mais au fond, elle est quand même principalement tournée vers le passé, vers le suivi des événements, vers l'enregistrement de ce qui se passe. Et donc, quelque part, la comptabilité, elle a besoin pour fonctionner, pour être intéressante, de gens qui vont l'interpréter, qui vont lui donner du sens par rapport à des situations dans lesquelles ces gens, ces individus, ces organisations sont plongés. Donc il y a cette idée aussi de la comptabilité comme outil d'interprétation. Et du coup, sur ces questions de justice, en tout cas la comptabilité écosystème centrée, ce qu'elle cherche à faire, c'est à offrir, je dis ça avec des pincettes parce que on cherche à le faire et parfois ça marche pas, mais à offrir une sorte de surcroît de réflexivité à des collectifs d'acteurs qui sont plongés dans des situations compliquées de transition écologique sur les territoires ou de redirection ou de transformation, peu importe, et qui du coup se posent à la fois des questions d'efficacité écologique, c'est-à-dire est-ce que au fond les efforts qu'on fait pour revisiter nos responsabilités, pour contribuer, pour investir dans des nouvelles activités, etc., produisent des effets concrets sur le bon état écologique. Et en même temps, il y a forcément des effets de redistributivité, c'est-à-dire qui devrait faire plus, qui fait plus, qui produit quel effort, est-ce que ces efforts sont justes par rapport au niveau de responsabilité historique, etc., etc. Donc la comptabilité écosystème centrée, ce qu'elle cherche à faire, c'est à produire une machine à réfléchir par rapport à ces questions. Et cette tension, elle est bien vivante. La comptabilité, elle n'est pas là pour trancher ces questions, elle est là pour permettre aux acteurs au fur et à mesure qu'ils négocient, qu'ils sont dans un processus d'organizing autour des problèmes qui émergent sur les territoires, d'être peut-être un peu plus équipés pour trouver les bons compromis entre efficacité environnementale et justice. Voilà. Bon, sachant qu'effectivement la comptabilité écosystème centrée a un parti pris qui est plutôt dans le modèle 2 qu'a décrit Christophe, qui est de dire on est dans une logique d'enrôlement, c'est-à-dire qu'on pose dans le compte central la question du bon état écologique et la question c'est comment on se réorganise collectivement par rapport à ça, compte tenu des problématiques de justice qu'il va falloir prendre en charge, etc. Mais il y a une volonté de mettre en avant cette dimension subjective de la comptabilité qui assume d'être centrée sur le résultat écologique et de chercher à se réorganiser par rapport à ça, mais en étant conscient des tensions que ça peut générer et en cherchant à élargir le collectif qui va s'intéresser à ça. Et dernièrement, sur la question des récits, il y a un exemple que j'utilise beaucoup, donc j'espère qu'il n'est pas trop édulcoré à force que je l'utilise, mais c'est les fameux travaux que j'adore d'Etzamel, qui a travaillé sur les comptabilités antiques chez les Égyptiens, et qui est une mine d'or pour essayer de comprendre en quoi la comptabilité est en permanence enchâssée dans des récits et dans des cosmologies qui sont très diverses. Donc je ne vais pas développer ça, mais voilà, dans la comptabilité des Égyptiens, comme le montre Etzamel, on est en permanence dans une recherche d'harmonie entre les dieux, les vivants, les morts, et donc on inscrit sur les murs des temples, sur les murs des tombes, etc., tout un tas de chiffres et de nombres qui ont du sens par rapport à cette vision cosmologique. Donc bon, la comptabilité, elle n'est pas désincarnée des récits, elle est toujours enchâssée dans des récits. C'est ce qu'on a essayé, c'est le travail collectif qu'on a fait aussi au Bernardin, qui a fait ressortir aussi cette définition avec Alexandre, Jennifer et puis d'autres qui sont dans la salle. Mais la question du coup, c'est comment autour des questions, des préoccupations écologiques, au fond, comme l'a dit Christophe aussi, il y a une pluralité de récits. Tout le monde tout le monde entre sur une préoccupation écologique avec une certaine projection, une certaine forme de récit. Et finalement, la comptabilité écosystème centrée, ce qu'elle cherche à faire aussi, c'est quelque part justement pas à essayer de produire un seul récit, mais à proposer un cadre qui permet d'écouter les récits des autres et d'essayer de produire son propre récit. Alors pourquoi par la comptabilité ? La comptabilité, dans la mobilisation des comptes, c'est par la mobilisation des comptes qu'on peut produire des formes d'argumentation qui sont soit centrées sur l'efficacité, soit centrées sur la justice, des formes de justification, des constructions de sens, etc., etc. Donc en fait, la comptabilité peut elle aussi, c'est une hypothèse de travail, être générative sur les territoires en fait de construction de récits et peut-être aller même plus loin que ça, c'est-à-dire rendre ces récits, donner une assise pratique à ces récits, c'est-à-dire que c'est
en rentrant dans les comptes, en échangeant des comptes, en se demandant des comptes, en se demandant comment on les modifie, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on avait oublié, qu'on avait pas mal pris en compte, etc., qu'on produit du sens, qu'on produit des récits, voilà, en tout cas qu'on produit un lieu de discussion des différents récits qui ont du sens par rapport à tous nos défis de transition écologique. Donc j'étais un peu long, merci beaucoup. Merci Clément. Christophe, je vais me rediriger vers toi. Donc là, on va remonter un petit peu pour faire les liens entre... alors ça a été un peu abordé dans la première table ronde, mais là c'est sous un autre aspect, entre micro-macro. Donc finalement, de dire comment on va jongler entre ces effets bottom-up et top-down. Bottom-up, quand finalement on a des spécificités qu'on rencontre au niveau d'un territoire, au niveau d'un enjeu écologique donné, au niveau d'une région donnée, etc., avec un groupe d'acteurs donnés, comment est-ce que ça peut être finalement... ces enjeux spécifiques peuvent être agrégés d'une manière ou d'une autre au niveau national. Est-ce que les réglementations nationales prennent en compte ces spécificités? Et inversement, comment au niveau des territoires, on peut mobiliser des cadres plus macro pour faire face à des enjeux qui sont éminemment contextuels et territoriaux? Merci de la question. Je ne vais pas pouvoir y répondre dans son intégralité parce qu'il y a des dimensions qui sont hors de mes compétences, on va dire. Une introduction. Une introduction. Mais je peux les aborder en tout cas par le point de vue avec lequel elles s'imposent à moi, en fait, quelque part. C'est-à-dire que quand on est dans des territoires, on a effectivement besoin d'être en liaison directe avec les cadrages qui sont nationaux. Alors là, le droit et la réglementation est vraiment centrale. Et en même temps, à cette échelle d'acteurs territoriaux, on essaye de se fabriquer notre propre contrat, notre propre convention locale, d'être dans des interstices où la réglementation n'est pas suffisamment forte et elle nous laisse des marges de manœuvre pour inventer en fait d'autres formes de droits, en fait, de droits locaux. C'est ça qu'on essaye de fabriquer. Donc forcément, on n'arrête pas de faire des allers-retours d'échelle entre ce qui est le cadre dans lequel on peut fonctionner pour prendre ces marges de manœuvre à pleine main. Et évidemment, d'un point de vue micro, on est complètement cadré par le droit privé, le droit des affaires, et le fait que les activités économiques ont aussi des droits de fonctionner, de faire entre guillemets ce qu'elles veulent quand on regarde ça du point de vue de l'acteur qui porte une vision territoriale ou écologique, quoi. Voilà. Donc on est tout le temps encarqué, je ne sais pas trop comment dire, entre ces deux types de références, micro, macro, et on est obligé de faire des allers-retours. La manière avec laquelle on peut essayer... donc c'est très pénalisant au sens où ça contraint terriblement et c'est très difficile d'ouvrir des marges de manœuvre. Donc pour le faire, ce que j'appelle moi changement d'échelle, c'est, je vais rebondir sur la sensibilité informée, c'est-à-dire que c'est d'être capable de parler des choses avec différents registres de langage pour amener les acteurs à ne pas être uniquement un agriculteur, uniquement un industriel, uniquement un maire, mais à parler en fait de la question aussi avec des éléments qui relèvent des attachements, par exemple. Et il faut pouvoir faire des allers-retours entre les grands cadrages internationaux. Je vais prendre la directive 4 sur l'eau, donc une directive européenne du début du millénaire, qui est la première directive à ma connaissance à avoir imposé une obligation de résultat. Avant, les directives, généralement, c'est des obligations de moyens, mais pas de résultats. Si je ne dis pas de bêtises, je regarde Jennifer. Et ça, c'est quand même très fort, très puissant. Et ça a des répercussions, si on veut bien s'en saisir, très très fortes sur des capacités de marge de manœuvre à l'échelle de territoire. Mais pour le faire, il faut pouvoir ne pas voir la directive cadre qui parle de bon état des masses d'eau. Donc déjà, ça ne parle pas franchement, ça fait très technocratique. Donc il faut pouvoir l'incarner au sens vraiment charnel, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, de parler des rivières et de la façon avec laquelle on va, je dis les rivières, parce que c'est l'eau, quoi, et pas simplement de la ressource, et de montrer à quel point, en fait, les gens ont des formes d'attachement. Donc on est encore dans le récit, ces formes d'attachement, ils s'expliquent par des récits de relations, et de la façon avec laquelle on va pouvoir se projeter. Et le fait d'arriver par des processus d'animation qui consistent, je ne sais pas, par exemple, à emmener les gens sur le bord des rivières et de les faire parler de leur histoire quand ils étaient enfants, enfin de changer de façon de faire, de les faire parler en tant qu'habitants et riverains avant de faire intervenir la technique, qui ne parlera qu'une fois que en fait, les habitants auront parlé. Ça permet en fait de changer un peu les postures des uns et des autres
et de fabriquer, de prendre en tout cas la mesure de cette marge de manœuvre qu'on peut avoir à l'échelle d'un territoire. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et quand on fait de la compta, en fait, ça sert à ça. C'est parce que ce que tu disais sur la compta, en fait, ça rend omniscient la compta. Pas omnipotent, mais omniscient. On voit partout, on voit à peu près toutes les relations. Mais il faut qu'elles soient très diversifiées, qu'on n'oublie personne, en fait, pour pouvoir avoir cette impression de complétude sur le sujet. On se sent bien parce qu'en fait, on le voit entièrement. On ne peut pas agir sur tout, mais on le voit entièrement, quoi. Voilà, donc c'est tout ça qui fabrique l'intérêt à agir et le fait de pouvoir y aller, quoi, de passer à l'acte. Moi, ce qui me motive, c'est le passage à l'acte. C'est comment on sait depuis longtemps plein de choses et on ne passe pas à l'acte. Donc comment on fait pour faire passer les gens à l'acte? Et il ne faut pas que de la technique, il faut d'autres choses. Il faut La psychologie. C'est une des formes, mais ça peut être de l'art, ça peut être des choses qui relèvent du fait de vouloir y aller, ce qui ne s'explique pas forcément toujours. Merci Christophe. Donc juste pour les échelles, pour finir. Oui, pardon, une autre oui. échelle, c'est que faire ça, Bien c'est sûr, dans aussi l'autre sens. hyper important. Parce que dans les échelles, il y en a une à laquelle finalement on ne pense pas souvent, c'est l'échelle de temps. C'est-à-dire qu'on est censé quand même parler de soutenabilité forte pour les générations futures, pour les espèces, etc. Et donc c'est le seul moyen qu'on ait en fait de leur proposer des formes de justesse potentielle. On ne sait pas ce qu'ils en feront, mais qui leur permettront à eux en fait de faire aussi leur propre vie, quoi, et leur propre chemin. Très bien, merci Christophe. Alors Harold, je vais revenir vers toi. Donc tu as un livre qui est sorti, donc, comme je l'ai dit récemment, L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas lu ton livre, il faut le faire. En quelques minutes, est-ce qu'une coévolution durable entre société humaine et biodiversité est possible? C'est une blague. Vous avez 4 heures. Non, mais c'est des interros surprises, ça, à cette heure-ci, franchement. Est-ce que c'est possible? En fait, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit déjà que dans des sociétés, c'est en cours. Alors, on n'est pas à un état final. Déjà, l'idée d'harmonie, tous ces trucs-là, faut oublier. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est cohabiter. Cohabiter, ça veut dire faire des compromis, renoncer. Se dire que finalement, ces renoncements, ils en valent la peine. Soit parce qu'on nous oblige, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a un collectif qui nous dit que c'est comme ça, soit parce que on y trouve du sens. Et donc, ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est d'observer que ça existe à la fois dans des lieux, c'est-à-dire des endroits. Bon, moi, j'ai travaillé sur des cas, notamment aux États-Unis ou en France, principalement, où on voit effectivement, notamment du fait du réensauvagement, en fait, des acteurs au début qui sont dans une réaction de rejet et qui petit à petit, soit parce que les espèces sont protégées, donc de toute façon, ils ne peuvent pas s'en débarrasser, soit parce que en fait, il y a des bénéfices économiques inattendus qui apparaissent et que finalement, il y en a qui n'aimaient pas ces animaux et puis du jour au lendemain, ils se mettent à bien les aimer. Enfin, pour différentes raisons, en résumé, vont être obligés de cohabiter. Et donc, comme ça nécessite d'innover, eh bien, on va commencer à trouver des solutions pour se répartir. Où est-ce que ces espèces vont être positionnées, par exemple, dans un port ou sur une plage, et où on va mettre les humains pour que tout le monde puisse cohabiter. Est-ce qu'il va falloir mettre en place des compensations pour les perdants dans ces arbitrages? Comment, à un moment donné, ça se transcrit dans le droit, parce que sinon, il y a du contentieux, clairement, et c'est ce qu'on observe, c'est souvent, il y a du contentieux, parce qu'il y a des conflits, et donc, derrière, il y a des décisions qui sont prises, et ce qu'on voit, c'est que ces décisions se font souvent en prenant en compte les intérêts des non-humains, enfin, encore une fois pour les cas que j'ai pu étudier. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent, ça c'est très intéressant, et de fait, il y a une comptabilité qui accompagne tout ça, parce qu'en fait, il faut mettre en place des éléments de représentation de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer à l'avenir, et de comment on va réussir à organiser tout ça. Donc voilà pour un aspect, je dirais, situé. Après, si on regarde plus précisément, et c'est peut-être là l'originalité du bouquin, c'est qu'on a essayé de s'attacher à des changements qui touchent donc le droit, on a déjà beaucoup parlé, mais aussi l'agriculture qui finalement, à travers le bio, renonce à des formes de productivité pour en valoriser de nouvelles. Ils ne renoncent pas à la productivité, les producteurs bio, ils pensent la productivité sous un angle différent, beaucoup plus écosystémique, beaucoup plus fait d'interrelations, et parce que souvent aussi, ils sont bien plus résilients face à certaines menaces. Demeurant, il y a tout un paiement qui est fait par
par le consommateur qui explique tout ça. Mais on a aussi donc des choses intéressantes dans le fait que des communs réapparaissent aujourd'hui dans notre pays, un peu partout dans le monde, soit de manière naturelle, parce qu'en fait, avec la déprise agricole, on a de plus en plus de foncier qui est sans propriétaire. On a des situations donc de réappropriation de ces espaces par des collectifs, où la nature joue un rôle très particulier. Et en fait, donc, ce qu'on constate dans les chapitres qu'on a rédigés ensemble avec Antoine, sur la base des travaux qu'on a pu mener, à la fois d'un point de vue historique, parce que Antoine est un historien de la pensée économique, donc on a aussi investi beaucoup l'histoire. Donc l'histoire, tout comme la période contemporaine, nous montre qu'il y a des effets, des choix politiques, des innovations institutionnelles, techniques, organisationnelles, comptables, qui emmène à un moment donné la société dans une nouvelle trajectoire. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est les trajectoires évidemment qui donnent plus de place à l'écologie. Elles ont pu avoir lieu par le passé, parfois elles se sont arrêtées, on explique pourquoi, et ça c'est aussi très intéressant de ne pas refaire finalement les mêmes erreurs que ça qu'on a pu faire 50 ans ou 100 ans avant, et on les oublie souvent parce que la science aujourd'hui elle est très court-termiste, comme beaucoup de choses. On cite des publications qui ont moins de 10 ans et on oublie parfois d'aller regarder des choses qui ont pu être faites il y a 30, 40 ou 100 ans. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est de sortir un peu de ce qu'on appelle les case studies, c'est-à-dire il y a plein de succès partout, mais ils sont petits, et il n'y a pas de, appelons ça comme on veut, de la massification, de la montée en échelle. Tu as parlé d'industrialisation tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est ça qui nous a intéressé, c'est où est-ce qu'il y a des leviers qui aujourd'hui apparaissent et qui sont vraiment transformateurs au sens où ils génèrent des effets d'échelle. Et ça, il nous semble que c'est nouveau, que c'est lié à un certain nombre d'éléments, notamment à la reconnaissance de droits à la nature significatifs et qui sont respectés, mais aussi beaucoup d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas revenir dans le détail aujourd'hui. Mais donc peut-être que cette histoire d'une économie de la coévolution, encore une fois, on a beaucoup de choses qui nous laissent penser que le verre est très très à moitié vide, aux 2 tiers, 90% vide, mais qu'il y a aussi des choses qui se passent et qu'il faut s'y intéresser parce que si on appuie sur ces leviers, alors en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant acteur à son échelle, qu'on soit dans une entreprise, dans une association, sur un territoire particulier où il y a des enjeux, en fait, on a beaucoup plus de leviers aujourd'hui à activer, ne serait-ce qu'en contentieux, qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est des choses dont on n'arrive même pas à se prendre. Quand nos étudiants aujourd'hui de l'agro, quand ils se représentent les combats à mener pour l'écologie, combats dans le bon sens du terme, la métaphore militaire s'arrêtant là, il y a 30 ans, il n'y avait juste pas les outils pour mener aucun combat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les lois adaptées, il n'y avait pas les techniques qui sont fondées sur des logiques de réconciliation, il n'y avait pas même des représentations adaptées à tout ça. Et donc, je trouve quand même que oui, c'est sympa de temps en temps de voir le côté positif et essayer de se dire qu'il y a encore de l'espoir, quoi. Même si, en ce moment, c'est... Mais bon, voilà. Ok, merci Harold. Jennifer, pour rebondir un peu justement sur ce que dit Harold, est-ce que le droit évolue globalement dans la bonne direction? Est-ce qu'on va assez vite et assez loin? Alors merci pour la question, Aurélien. Alors oui, effectivement, le droit évolue. Le droit évolue, c'est certain, ne serait-ce que pour les questions de biodiversité, de vivant, telles que je les évoquais tout à l'heure. On a vu le droit positif est conséquent et on assiste en droit de l'environnement à la multiplication d'objectifs très ambitieux et même d'objectifs chiffrés. Donc il est certain que le droit évolue. Je ne vais pas non plus revenir sur la dimension pessimiste, mais qui est aussi une réalité qu'il est important de rappeler, que ce soit les rapports du GIEC, de l'IPBES, etc., où on voit effectivement que la situation est quand même inquiétante. Et c'est vrai qu'il faut être motivé quand on est vraiment, qu'on travaille en tant que chercheur sur les questions écologiques au quotidien. Il faut trouver l'énergie. Et d'ailleurs, ce colloque est toujours une belle source d'énergie pour se remotiver quand on voit toutes les recherches qui sont conduites. Mais en tout cas, je voudrais l'envisager sous 2 angles. Il y a 2 points principaux que je souhaiterais évoquer. Alors, le premier, c'est la manière comment justement le droit pourrait être ce facteur d'initiation des changements, ou en tout cas contribuer. Il peut y avoir plein de facteurs, mais comment le droit, lui, pourrait initier le changement. Alors, je pense que le premier aspect, c'est celui que je souhaitais traiter.
c'est la manière dont la réglementation va approcher certaines problématiques. Et aujourd'hui, on voit que le droit de l'environnement, c'est le droit des risques environnementaux. Historiquement, c'est le droit des pollutions et nuisances, c'est le droit des risques environnementaux. Et clairement, on voit que ce n'est pas suffisant. Et il faut être capable de dépasser cette approche et ne plus seulement raisonner en termes de risque pour l'environnement, mais d'être capable d'inscrire les acteurs dans une relation avec le vivant, faite d'interrelations. Et à ce titre-là, alors déjà c'est très intéressant pour faire le lien avec ce qui était évoqué tout à l'heure quand tu parlais par exemple, Clément, de ces territoires en transition comme voilà, des communes qui ont centré sur l'activité ski, qui cherchent justement un nouveau modèle d'affaires. Alexandre l'évoquait également tout à l'heure, finalement en évoquant davantage la dimension comptabilité de gestion. Et effectivement, il n'y a pas que la comptabilité normalisée qui s'impose du haut, il y a aussi l'outil d'accompagnement pour tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et à ce titre, la CSRD, pour moi, dans la manière d'approcher les réglementations, elle initie à travers le concept de double matérialité une perspective qui est vraiment intéressante sur la manière dont réglementairement on doit approcher certaines questions. Donc dépasser une simple approche par les risques pour tendre à identifier les impacts, se questionner. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est davantage porteur. Donc il y a cette approche globale, comment on approche juridiquement certaines problématiques. Ça, c'est le premier point. Le second point que je souhaitais évoquer, c'est un petit peu en lien avec le constat que je faisais précédemment. Sur la nécessité de dépasser une approche formelle du droit par branche du droit et d'être capable d'avoir une lecture transversale. Et donc là, je vais pouvoir peut-être le développer un petit peu davantage. C'est vrai que chaque branche du droit a une terminologie qui lui est propre, avec une logique de raisonnement qui lui est propre et qui découle de cette terminologie, avec au final des représentations juridiques qui sont propres, ce qui rend le dialogue entre branches du droit parfois très compliqué. Et la comptabilité a ceci de merveilleux, que c'est le langage qui est partagé par toutes les branches du système juridique. Donc ça en fait un levier de transformation, mais aussi une clé de lecture du système juridique qui est assez puissante si on acceptait de voir la comptabilité comme ce levier de transformation du système juridique. Alors, je voudrais aussi insister sur les dangers. À mon sens, il y a deux principaux dangers lorsqu'on est justement dans une analyse très formelle du droit, c'est-à-dire par branche du droit. Je vais essayer d'illustrer pour être un peu plus concrète à travers certains exemples. Alors, à mon sens, le premier danger qu'il y a à avoir une lecture très formelle et formaliste du droit, par branche du droit, c'est le risque d'instrumentalisation du droit. Et là, je vais prendre pour exemple ce fameux projet d'autoroute A69 donc, qui est dans vos esprits. Donc vous savez les luttes qui ont été engagées par des citoyens de ces territoires finalement qui s'opposent à ce projet. Et on a pu entendre dans les médias, notamment de la part du ministre de l'Intérieur, finalement c'était ni plus ni moins qu'un respect du droit de l'environnement. Alors, c'est vrai, effectivement, ce projet a été autorisé dans le cadre d'une procédure environnementale qui a été d'ailleurs extrêmement longue. Alors, à ce titre, parce que c'est important d'apporter de la nuance aussi, je vous recommande un article sur le sujet d'Arnaud Gossman, que vous connaissez certainement, qui est un avocat sur les questions environnementales. Il est professeur associé à Paris 1, il a un blog et il a écrit sur le sujet, j'ai son article sous les yeux, Autoroute A69, un projet autorisé au titre du Code de l'environnement, critiqué au nom de la protection de l'environnement. Et mon message, pour le dire en quelques mots là maintenant, c'est qu'être dans une analyse très formelle du droit, c'est se contenter de dire finalement le projet il a été autorisé, il est parfaitement conforme au droit de l'environnement, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à voir, circuler. Et puis, il y a aussi une vision du droit qui tente à le mettre en cohérence, justement, à être capable d'avoir un peu de recul sur les évolutions souhaitées. Et on sait que le droit de l'environnement, c'est pas forcément le droit le plus protecteur de l'environnement, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions. Et on sait aussi qu'il est perfectible. Donc c'est vrai qu'en tant que juriste sur les questions environnementales, d'entendre ce genre
Enfin voilà, désolé pour ce sentimentalisme, mais voilà, ça peut mettre en colère ou désespérer et se dire non, on ne peut pas comme ça s'en arrêter là. Oui, le projet a été autorisé au titre du Code de l'environnement, mais on voit aussi tout ce qui est perfectible à l'heure actuelle au sein du Code de l'environnement et du droit de l'environnement. Alors, je pourrais revenir sur les pistes, etc., peut-être à l'occasion des questions. Pour l'instant, je vais m'en arrêter là. Le but, c'était simplement d'illustrer avec un exemple d'actualité. À mon sens, le deuxième danger qu'il y a à être dans une lecture trop formelle du droit, par branche du droit, c'est le risque d'aboutir à une uniformisation des solutions et à laisser croire qu'il y a des solutions clés en main. Alors on évoquait tout à l'heure, et ça a été évoqué dans le cadre de plusieurs contributions, les droits qu'il faut reconnaître aux vivants, effectivement, et ça, le droit positif en est le témoin, quelle que soit l'échelle d'observation, et c'est effectivement une très bonne chose pour ce qui est de l'évolution, elle est positive. Alors pour autant, il ne me semble pas nécessaire, il faut oui reconnaître des droits aux vivants, les prendre en considération, sans aller jusqu'à la reconnaissance de la personnalité juridique. Là encore, je mets les pieds dans le plat, parce que souvent, c'est un aspect, une solution qui revient très, très fortement. Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne voie d'action, puisque de toute façon, le vivant devra toujours être représenté. Le vivant ne pourra jamais s'exprimer devant la justice des hommes. Donc, il faudra toujours qu'il y ait ces représentations. Et puis aussi et surtout, c'est un petit peu dangereux, puisque ça conduit à occulter la diversité des cultures juridiques. Et quand on débute ses études de droit, dès la première année, on suit un cours qui s'intitule « Grand système juridique », justement pour, dans nos petits esprits en formation en matière de droit, qu'on réalise finalement qu'il y a des cultures juridiques, il y a des systèmes juridiques. Et alors, pour aller en ce sens, cette diversité, alors là où je trouve que c'est un petit peu paradoxal, pour le vivant, on voit la nécessité de reconnaître cette diversité. Et quand on passe aux solutions juridiques, voilà, on voudrait un peu des solutions clés en main. Alors, je voulais aussi, à ce propos, puisque j'ai retrouvé ce texte il n'y a pas longtemps, citer Montesquieu. Vraiment en 30 secondes, parce qu'on est très en retard, malheureusement. Mais... Alors, je ne vais pas citer Montesquieu, peut-être. Mais je le cite quand même. Si, je le cite quand même, pardon. Alors, donc pour Montesquieu, donc, de l'Esprit des lois, un ouvrage assez emblématique pour les juristes, la loi en général est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. Et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples. Elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut s'offrir, à la religion des habitants, à leur inclination, à leur richesse, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles. Elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. Et je trouve que c'est important de le citer, Montesquieu, puisque finalement, ça se fait l'écho de ce qui a pu être dit précédemment, notamment, Christophe, quand tu évoquais les initiatives locales. Et pour moi, c'est faire place justement à la créativité et ces objectifs qui sont affichés de façon chiffrée à une échelle globale, on peut parler des limites planétaires, c'est important aussi pour impulser, encore une fois, cette dynamique de changement, qui est une appropriation des enjeux à l'échelle locale. Voilà, donc je plaide pour une diversité des solutions juridiques et la créativité à l'échelle locale. Merci beaucoup, Jennifer. J'avais une dernière question à vous poser pour 1 minute chacun, mais là, comme on est quand même assez serré, je vais d'abord juste voir s'il y a 1 ou 2 questions dans la salle, et puis après on voit si on fait 30 secondes pour ceux qui veulent conclure. Donc par exemple, effectivement, je vois qu'il y a une question par ici. Je ne sais pas si les micros sont... Oui, bonjour. Ce mec Nipegdi, je suis philosophe du droit. Comme ça, voilà, ça va encore plomber l'ambiance. Plus sérieusement, merci pour cette table ronde qui était vraiment riche et inspirante de penser la comptabilité comme une manière de chiffrer et déchiffrer le monde et donc de pouvoir compter, raconter ensemble, rendre lisible la relation au réel et au vivant.
Et puis peut-être de réussir à piloter ensemble à l'intérieur de quelque chose d'indéterminé, d'incertain, comme l'a dit Christophe Buni. Et je voulais juste rappeler que la justice est un double équilibre entre le partage, la redistribution et l'équité, de l'autre côté, la régulation et la sanction. Et moi, je me disais qu'autour de cette table ronde, vous parlez de justice, et cette question de la sanction, elle n'est pas posée. Parce que les alliances, on peut à la fois les sceller, mais de temps en temps, il va falloir les trancher aussi. Il y a peut-être des choses avec lesquelles nous n'allons pas faire alliance, justement à cause de ces enjeux de réciprocité et d'engagement. Comment est-ce qu'on fait quand les engagements ne sont pas tenus? Est-ce qu'on les coporte ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment quand même quelque chose de l'ordre d'une autre forme de régulation et de sanction? Et puis, juste terminer là-dessus, la comptabilité écologique, pour le dire vite, que ce soit la méthode CARE ou la comptabilité écosystème centrée, ce qui est intéressant justement, c'est qu'elle n'apporte pas de solution clé en main, mais elle propose une qualité de processus. Et cette qualité de processus, en fait, c'est elle qui nous permet de naviguer sans bord, sans horizon, avec juste des éléments qui sont extérieurs. Et c'est apprendre à lire, parce qu'on aura défini ensemble des objectifs, des critères d'évaluation, des indicateurs, et puis après de définir ensemble qu'est-ce qui va faire le gouvernement local. Et il me semble que c'est peut-être ça qu'on doit pouvoir réinvestir, parce que sans cela, en fait, il n'y a pas de liberté individuelle. Il va falloir d'abord réinvestir une forme d'émancipation collective. C'est pas vraiment une question, je suis désolée, mais j'ai terminé. Est-ce qu'on a le temps de répondre? Il faut être très synthétique dans les réponses. Ouais, très synthétique. C'est ce que je fais généralement. Non, juste, c'est super intéressant la question de la sanction. Juste très rapidement, effectivement, si on prend l'exemple de la comptabilité écosystème centré, ou en tout cas de cette prise en charge collective des préoccupations écologiques, en fait, on pourrait imaginer 3 formes de sanctions. C'est-à-dire que si la comptabilité écosystème centré sert à vraiment instituer un modèle de gouvernance porté par un acteur régulateur, etc., ça peut devenir un système dans lequel il y a des formes de sanctions qui sont prises par cet acteur régulateur qui a institué cette comptabilité. Mais là, on est vraiment... Enfin, il faut que je sois bref, mais on en discute à la pause. Mais oui, par exemple, si c'est inscrit dans le droit, c'est-à-dire que si ça fait partie du système de gouvernance, mais si par exemple on est dans des modèles où la comptabilité écosystème centré vise à établir des formes de réciprocité quasiment parfaites à la Ostrom, d'une certaine manière, dans des systèmes de commun, la sanction peut venir de la communauté elle-même et des systèmes de régulation qu'elle aura mis en place. Et si on est dans un système tel que celui dans lequel on est réellement dans la pratique de la comptabilité écosystème centré pour l'instant, c'est-à-dire en fait un système d'enrôlement stratégique, en fait au final la sanction elle vient du fait que des coalitions d'acteurs peuvent assumer de demander des comptes à ceux qui sont du côté des pressions. Et alors après cette demande de compte, à voir quelle forme de sanction elle peut produire selon les capacités de nuisance envers ces autres acteurs de la compta, mais voilà, c'est une forme de réponse selon le modèle dans lequel on est, quoi. Ouais, 30 secondes, et après on doit vraiment arrêter pour limiter le retard final. Ce qu'a dit Clément, pour moi, c'est l'opprobre en fait, du collectif, puisqu'on a une coalition qui a investi, chacun a investi dans cette coalition, et ça produit en fait de l'opprobre global par rapport à c'est ça la sanction, à minima. Oui, moi je voulais juste ajouter, c'est que sur la sanction, ça nous ramène à la question politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, on a tout l'outillage qu'il faut pour protéger la nature. Je dis pas que c'est parfait, mais enfin, on en a quand même pas mal. Sauf qu'on sait aujourd'hui qu'en France, il y a à peu près 7% des délits environnementaux qui sont réellement sanctionnés. C'est les délits qui sont les moins sanctionnés parmi tous les délits qui existent. Donc, tout ce qu'on a dit là, tant qu'il n'y a pas de volonté politique quelque part, aussi, quelle que soit la nature de cette volonté politique, je ne parle pas forcément de l'exécutif centralisé, je parle aussi au niveau local. En tout cas, c'est bien de sortir des lois, c'est bien de faire du texte, mais à un moment donné, il faut effectivement appliquer et oser sanctionner, quoi. Et dans le domaine de l'environnement, on n'est pas encore très courageux sur le sujet, quoi. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à nos intervenants.